podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour 7 trucs qu'on ne te dit pas avant d'aller en médecine. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà fait dans l'épisode 5, 3 règles pour débuter l'externat. Dans le concept, on va dire, mais au final, ça va être des choses assez nouvelles parce que c'est des choses qu'on ne te dit pas avant de commencer les études. Parfois, elles sont évidentes, parfois elles sont positives, parfois elles sont négatives. Donc, c'est un épisode un peu chill où je mets un petit fourre-tout de tout ce que j'ai pu remarquer depuis ces 5 années de médecine et que j'ai envie de te partager. Donc voilà, pose-toi tranquille, prends un petit café dans le canapé ou fais ton ménage, sois productif, enfin comme tu veux. Et on est parti pour le premier truc. Le premier truc, c'est que tu vas avoir en fait du retard, typiquement par rapport à tes potes qui vont faire des études normales. Qu'est-ce que j'entends, c'est que par exemple, là, moi normalement, je suis bac plus 5. Bac plus 5, il me semble que c'est la fin du master. Et donc j'ai une pote, par exemple, qui va être indépendante financièrement, qui va avoir un CDI, qui a tous les avantages de sa boîte. Enfin, il y a certainement des inconvénients aussi, mais moi j'aime bien voir que les côtés positifs, comme ça au moins c'est plus facile de montrer qu'il y a une différence. Alors que moi, en fait, si je compare, il y a 5 ans, certes, j'ai plus de connaissances, certes, je suis peut-être sans doute plus épanouie, j'ai une meilleure idée de ce que je vais faire après, mais au final je suis toujours étudiant, je suis toujours derrière mes bouquins, mes journées sont quasiment les mêmes, j'ai pas plus évolué que ça. Tu vois, quand je suis là par exemple, je suis de off, donc c'est difficile de dire que j'ai pas évolué, alors que si j'étais en stage, je fais des trucs quand même un peu différents d'il y a 5 ans. Quand j'ai commencé. Mais ça, je sais que ça peut être un peu difficile, de cette différence par rapport aux autres étudiants, que on arrive à bac plus 5, la majorité des gens ont fini leurs études, et toi, t'as pas fini, et t'as pas bientôt fini. Ce qui est assez compliqué aussi, c'est que interne, c'est encore considéré comme étudiant au niveau financier. C'est aussi pourquoi c'est un peu pour ça qu'on n'est pas payé beaucoup quand on est interne. Ce que je tiens à rappeler, un interne, c'est 1400, 1500, peut-être 1600. Je sais pas, ça dépend pas des spécialités. Tous les internes gagnent pareil, mais c'est différent. Enfin, je crois qu'il y a De Camine qui a dû faire ou la Martingale qui a dû faire un poste pour résumer combien on gagnait. Enfin, moi, je suis pas encore là-dedans, donc. Et du coup, ça nous amène aussi au fait que, on n'a pas trop d'indépendance, justement, par rapport aux autres étudiants qui ont fini, qui ont trouvé un travail, parce que, justement, tu peux pas subvenir à tes propres besoins. Ça rejoint donc cet autre point que tu n'es pas autonome financièrement. Pour moi, un adulte, moi, je suis pas une adulte, dans le sens où, légalement, je suis une adulte, j'ai plus de 18 ans, je peux voter, etc. Je peux boire de l'alcool, génial. Mais à mes yeux, je ne suis pas une adulte parce que je peux faire des choix adultes, mais je ne suis pas autonome financièrement. L'autonomie financière, pour moi, c'est vraiment le cap où t'es adulte, où tu peux prétendre au même titre que tes parents, tu vois. Et pour l'instant, je considère que mes parents sont des adultes et que moi, j'en suis pas une, juste sur ce point financier. Mais sinon, sur la mentalité ou les réflexions, je pense que je suis plus mature que quand j'avais 17 ans, tu vois. Donc ça, on peut dire que ça a évolué. Mais c'est juste, ça peut être compliqué au niveau financier parce que les études de médecine, très clairement, on peut nous reprocher que c'est gratuit et que c'est payé par l'État ou je sais pas quoi, mais à côté, là, je suis comme je disais, à bac plus 5 et je gagne sans garde et sans job à côté, 206 € par mois. Voilà. Donc autant vous dire que j'habite dans une ville où il y a un CHU, donc c'est une grande ville, donc les apparts c'est pas donné. Et très clairement, avec 206 € par mois, je vais pas aller très loin. Et il me semble qu'on gagne 50 € peut-être en plus en 5e année et peut-être 100 € du coup en 6e année. Mais voilà, autant vous dire que sans garde, sans rien, sans autre job, c'est 300 € à bac plus 7. Enfin moi je serai à bac plus 7. Donc très clairement... ça peut être très handicapant. Moi, encore une fois, j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent financièrement, donc l'argent n'a pas été trop un souci, même si, mine de rien, chaque bouquin de l'ECN, c'est 40 €, donc c'est pas donné, quoi. Puis surtout, tout ça pour rechanger, en fait, 2 phrases dans un bouquin ou mettre des rangs et tout ça, c'est la réforme, ça a dû faire plaisir aux éditeurs. Du coup, le fait de ne pas avoir cette indépendance financière, ça peut t'obliger à faire des petits boulots. Et en même temps, les petits boulots, ça c'est un truc, c'est un bon point et un mauvais point. Ça te force donc du coup à faire des petits boulots. Par exemple, moi je fais assistant de régulation au SAMU. Vous pouvez le voir de temps en temps d'ailleurs quand je poste des stories où j'ai mes 4 écrans d'ordinateur. Alors oui, c'est des plages horaires qui sont assez tranquilles à intégrer dans son emploi du temps. Moi je fais souvent du 19h-23h le vendredi.
Et en fait au final ça se cale plutôt bien parce que le samedi matin je peux dormir un peu plus, donc et puis au final ça me fait 40 € pour 4 heures. Alors qu'une garde, c'est 12 heures ou parfois 24 heures, comme les gardes de gynéco dont j'ai parlé les dernières fois, et c'est seulement c'est 40 €. C'est pareil. Qu'est-ce que j'ai fait comme petit boulot? J'ai aussi fait le tutorat qui, chez nous, était rémunéré pendant 2 ans. J'ai fait pilote et j'ai fait tutrice de pharmaco. Donc ça, c'était très cool parce que c'est des petits boulots. En fait, certes, ça pallie ce manque financier de ton petit salaire d'externe, mais en même temps ça t'apporte des connaissances. Le tutorat, ça m'a permis de comprendre que la pédagogie et l'enseignement, ça devait faire partie de ma profession plus tard. Et en reparlant avec un des chefs, je me suis vraiment rendu compte que oui, il faudra que je l'intègre, je sais pas comment, parce que je suis pas partie correctement. Parce qu'il faut faire un master et tout ça, mais bon, c'est pas la question du jour. Tous ces petits boulots, en fait, ils t'apportent et du financement, mais et aussi de l'expérience. Donc le tutorat m'a permis de comprendre que je voulais faire de l'enseignement. Ça m'a permis aussi donc de comprendre comment fonctionnait une organisation dans une association, comment on gérait les relations justement entre les différents étudiants. Donc ça c'est toujours bon, mais c'est pas comme faire un TPE, tu vois. Le TPE, c'est pour ceux qui connaissent pas, ou si je sais même plus si ça existe encore, c'est un exposé qu'on devait faire en première, et souvent, c'est les travaux de groupe, hein. Typiquement, t'en as un qui fait tout, un qui fait rien, et 2 autres qui suivent un peu le mouvement. Enfin bref, donc ça m'a permis d'apprendre ça. J'ai fait aussi, pour le service sanitaire, j'ai justement donné mon expérience du service sanitaire, et ça aussi, ça a été considéré comme un petit boulot par la fac. C'était pas très demandant, mais justement, moi, ça me faisait plaisir de partager mon expérience. Et après, donc, j'ai fait aide-soignant, ça aussi. Ça, par contre, aide-soignant, j'avoue, ça m'a vraiment bien aidé parce que ça m'a payé mon permis auto. Voilà. Donc, merci le boulot d'aide-soignant. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon sauveteur en mer, mais ça n'a pas trop de rapport avec la médecine, mais c'est plus ou moins secouriste. Donc, au final, c'est des compétences en plus, tu vois. Parce que, imaginons, je sais pas, il y a un accident et tout ça, je saurais les trucs de secourisme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Justement, le dernier en date, c'est assistant de régulation médicale. Et ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est bien parce que ça t'oblige à être assez rapide quand tu as le pompier ou l'ambulancier au bout du fil. Il faut que tu poses les bonnes questions pour aller plus vite, pour pouvoir permettre au médecin d'aller plus vite, parce que ton observe est bien et que t'as posé toutes les questions nécessaires, tu vois. En fait, c'est assez difficile dans le sens où l'interrogatoire doit être déjà précis, mais c'est bien parce que si ton interrogatoire de base il est ultra exhaustif, genre tu poses toutes les questions, genre s'il y a des moisissures alors que ton patient il vient pour une fracture de jambe et que tu lui poses la question s'il y a des moisissures chez lui, enfin typiquement ce genre de questions tu les poses que si le mec il vient en pneumo. Mais justement d'avoir cet interrogatoire exhaustif, là on te demande une situation urgente avec un cas, un patient, donc il faut que tu orientes ton examen vite vers la potentielle cause de la maladie de la personne qui est au bout du fil. Et ça, je trouve ça intéressant comme exercice. Parfois, c'est souvent, moi comme je le disais en story, c'est souvent des personnes des personnes âgées qui chutent. Donc au final, c'est quasiment toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il était sous anticoagulant? Est-ce que la tête a tapé? Est-ce qu'il y a des traces est-ce qu'il y a des hématomes? Combien de temps il est resté au sol? Est-ce qu'il a pu se relever tout seul? Enfin, tout le bilan de chute d'une personne âgée. Et donc ça, c'est très intéressant. Et pourquoi je suis partie encore beaucoup trop loin? Donc ça, c'était par rapport au petit boulot que je conseille de faire. Tout est bon à prendre en ce qui concerne la médecine. Donc moi, en tout cas, pour l'instant, celui qui est le plus formateur, je pense que c'est assistant de régulation. C'est pas le plus intéressant parce que j'avoue, parfois 4 heures, c'est long. Mais je pense que j'ai appris beaucoup plus en termes de réactivité et de vitesse d'analyse des situations avec ce travail qu'avant. Le premier point, c'était que donc on était un peu en retard par rapport aux autres étudiants. Le deuxième point, c'était que justement il n'y avait pas d'indépendance financière, ou que c'était compliqué au niveau de l'argent. Et on entame en fait sur ce troisième point qui est évident, ce sont des études qui sont dures.
Mais moi, jeune étudiante naïve de 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je suis née en fin d'année, calmez-vous, je n'ai pas sauté 23 classes. C'est dur, en fait, sur beaucoup de points. Déjà parce qu'il faut trouver une balance entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. D'où le fait que je me sois arrêtée l'année dernière. Maintenant, vous êtes bien au courant de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, un jour, j'en parlerai dans un épisode pour expliquer plus clairement pourquoi j'ai fait ça et tout ça. Et puis même pour dédramatiser la chose, parce que au final, pas beaucoup de gens font pas le parcours idéal avec une seule passesse ou une seule passe et un externat qui se passe très bien. Au contraire, j'ai parlé avec beaucoup de gens et au final, il y a plein de cas différents, de chemins différents, de gens qui font des passerelles, de gens qui font pas de passerelles, de gens qui redoublent, de gens qui changent et qui font des masters, qui font un arrêt pendant 1 an, qui vont faire un truc et qui reviennent. Enfin, c'est ultra différent. Mais du coup, trouver une balance entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est pas si simple. Surtout qu'en fait, ça évolue en fonction de toi. Par exemple, en PACES, moi, les 2 années, je pense que la vie personnelle, elle était autour de 5%. Et ce 5%, c'était le samedi soir. Et 95% du temps, c'était la vie professionnelle ou la vie étudiante, vous choisissez ce que vous voulez. Et c'était que apprendre tout le temps. Donc aujourd'hui, pendant l'externat, c'est pas possible, je pense, de faire pareil, ou moi, en tout cas, je m'en sens pas capable. Il faut que j'ai plus de temps pour moi. Il faut que j'ai plus de temps à faire du sport, parce que j'en ai besoin, parce que je me suis rendu compte, encore une fois, que c'était important, etc. Que sortir, c'était important, que prendre l'air, c'était important, de voir sa famille, c'était important, prendre des vacances, c'est important, et arrêter de se mettre en tête que il y avait un des profs que moi, j'avais pas eu, mais qui faisait ça en passé, il me semble, pour les dentaires, dans l'aspect dentaire, et qui disait, qui avait mis sur un diapo, oui, si vous vous arrêtez 1 heure, c'est 100 places de perdu au concours. C'est débile. C'est débile. Vraiment, c'est pas parce que tu t'arrêtes, surtout pendant l'externat, on a tellement des rythmes différents entre les étudiants. Il y en a, ils vont travailler beaucoup, d'autres ils vont travailler moins, d'autres ils vont vouloir tel spé. Enfin, on travaille plus pour la même chose, on travaille plus pour être dans les 300 premiers. Il y en a, ils travaillent pour être médecins dans leur ville, donc ils ont pas besoin d'être plus classés que ça. D'autres ils veulent faire chier à Paris ou à Bordeaux, enfin des trucs qui ont besoin de beaucoup bosser. Et ben, on n'est plus, on fait le même concours, mais au final, on n'est pas dans la même compétition. C'est un peu bizarre cette phrase, mais ça, je trouve, ça remet les choses un peu en perspective et de te rendre compte que, les études de médecine, ça peut ne pas être dur en fonction de ce que tu veux, tu vois. Si tu veux médecin généraliste, c'est sûr que t'as moins de pression que quelqu'un qui, encore une fois, veut aller à Bordeaux ou veut faire une spécialité qui est très demandée, tu vois. C'est aussi, donc ça c'est dur par rapport à cet équilibre, c'est dur forcément par rapport à la quantité de connaissances qui est demandée, parce que mine de rien, les collèges... Déjà qu'en passé, je trouvais la quantité assez monstrueuse, et là, autant te dire que c'est encore plus imposant. Et qu'ils ont rien réduit, encore une fois, avec cette réforme. Mais c'est aussi dur, en fait, sur mentalement, tu es en contact. Déjà, tu travailles à l'hôpital. L'hôpital, c'est pas un milieu cool. L'ambiance est souvent assez tendue. Les gens sont pas forcément heureux de travailler à l'hôpital. En ce moment, la situation est pas folle, surtout après Covid et tout ça. Et quand on se rend compte qu'il y a très peu de choses qui ont changé en fait par rapport à la prise en charge des patients, les services sont de plus en plus remplis tout le temps. Il n'y a pas de marge de manœuvre d'épidémie ou pas d'épidémie. C'est toujours pareil. C'est tout le temps sous tension. Il y a très peu de place en EHPAD. Il y a très peu de place. Ça aussi, ce truc-là, on t'en parle pas. C'est dur de trouver une place à une petite mamie qui... là, j'avais une mamie, elle était dans le service et elle était démente. Bon, là n'est pas la question, mais ça permet de mettre le contexte. Et en gros, elle ne pouvait pas rentrer chez elle, vu qu'elle était démente. Et il fallait donc trouver un EHPAD ou un logement, un truc où elle était un peu encadrée, tu vois. Et en fait, elle est restée quasiment 3 semaines, je pense, dans le service, pour un truc qui n'avait rien à voir avec de la pneumo. Elle s'était cassé la jambe, je crois, le col du fémur, je suis pas sûre. Mais elle est restée 3 semaines dans le service pour ça. Donc pour dire à quel point c'est dur sur ce point-là. C'est dur aussi de se concentrer parce que forcément être en stage, ça te demande, tu vas avoir des responsabilités, plus t'as des responsabilités, plus tu es impliqué, plus t'es impliqué, plus t'as besoin de concentration, plus c'est dur mentalement. Et en fait la fatigue mentale, je pense que pas beaucoup de monde, mis à part les étudiants et les gens qui font des métiers intellectuels, la fatigue mentale, tu peux pas trop savoir ce que c'est avant d'avoir vécu ce genre de situation. Au final, t'as donné
tout ton cerveau et toute ta réflexion pendant toute une journée, et là en fait t'es épuisé, pas parce que t'as soulevé 40 kilos sur chaque bras, mais parce que t'as tout donné mentalement. Et ça c'était un truc aussi, je m'en rendais pas compte, et je pensais pas que ça existait réellement, mais au final ça l'est. Aussi c'est dur parce que forcément, encore une fois, cette histoire de comparaison avec des étudiants qui peuvent ne pas faire la même chose que toi, où leurs études paraissent plus abordables, ils vont sortir, ils vont aller plus souvent au bar, ils vont aller plus souvent faire la fête, ils vont plus souvent aller en vacances, ou faire des week-ends à la mer par-ci par-là, ou à la montagne, peu importe. Mais tous ces trucs-là, finalement, ça t'impacte un peu moralement, parce que tu regardes les autres et tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai décidé de sacrifier ma vie alors que je pourrais faire comme eux. Et au final, c'est là où il faut se rappeler, comme ce que j'ai dit dans l'épisode d'avant, des nouvelles résolutions, des objectifs, et essayer de se focaliser là-dessus, de savoir un truc tout simple, genre valider les partiels, voilà, comme ça te fait un petit objectif. C'est pas facile, mais... Et le dernier truc où je trouvais que c'était dur, c'était encore une fois ce rapport à la mort. Le quatrième truc, justement, c'est ce contact avec la mort qui est très fréquent. Je parle beaucoup de mort, je me rends compte dans les études de médecine, mais parce que moi, justement, je m'attendais pas à ce qu'on soit autant mis en face de ça. Déjà, par les autopsies et l'anatomie, les autopsies, non, la dissection. Je fais la même erreur que ce que j'avais dit au début de l'épisode, oh là là. Non, la dissection, déjà, ça, je trouve ça choquant. Peut-être que je suis particulièrement sensible à ce genre de truc, mais aussi dans les services. Dans les services, moi, typiquement, là, je suis en pneumo, ce dont je vous avais parlé, et puis voilà quoi, ça tombe parfois un peu comme des mouches. Et au début c'est dur, et puis y a un truc qui m'a marqué, déjà là on est en consultation, et il y a une dame qui vient, c'est la même dame que j'ai montré en story qui... Non, j'ai pas montré la dame en story, mais j'ai montré un scanner, je crois, qui montrait une métastase. Et en fait, cette dame, elle avait un aspect... je sais pas si vous avez déjà vu des films de la Seconde Guerre mondiale avec des gens qui sortent des camps de concentration, mais c'est exactement ça. Enfin, la dame, elle avait la peau sur les os, elle avait plus de cheveux, elle avait la peau toute fripée, toute craquelée, la peau sur les os, on voyait, il y avait plus de muscles, et franchement, c'était très dur. Et justement, il y a une des patientes dans le service qui avait également un cancer, et qui, en fait, a dit à mon interne, non, mais en plus, là, je vois, j'ai l'impression de sortir d'un camp de concentration. Avec mon interne, on s'est regardé, mais je pense qu'on a pensé la même chose, en fait, mais totalement, en fait. Elle avait les joues ultra creusées, le visage tout blanc, et elle était vivante, tu vois, mais tu te dis, cette femme, elle va décéder, quoi. J'ai eu la chance d'aller en consultation, et avec de super médecins qui ont bien pris en charge, un des médecins qui j'espère passera sur ce podcast un jour. Il avait fait, en fait, à un moment, il y avait une consultation d'annonce qui était assez difficile. Ça aussi, je voulais en faire un épisode de podcast. Je m'égare un peu partout dans cet épisode, il va être un peu long, j'ai plein de choses à raconter. C'était une consultation d'annonce pour une dame qui avait 30 ans, un truc comme ça, qui venait d'avoir un enfant. Et elle avait un cancer qui avait déjà été traité. Et là, on découvre qu'elle a une diplopie. Donc une diplopie, c'est une vision double. En gros, elle voit les objets en double. Et en fait, souvent, ça c'est pas bon signe. Parce que ça veut souvent dire qu'il y a une métastase cérébrale, ce qui là, dans ce cas-là, était le cas. Et il fallait lui annoncer ça. Ça a été la consultation la plus dure de toute ma vie. Vraiment. Où tu te sens impuissant et... tu regardes juste le malheur de quelqu'un, et en fait quand je disais que c'était dur par rapport à la mort, c'est dur par rapport à la maladie tout court, de voir des gens qui s'effondrent en fait. Et souvent ils se reposent sur toi ou sur le médecin, pas sur moi directement, parce que je ne suis qu'externe. Ils se reposent sur le médecin, et souvent ils attendent du médecin que le médecin prenne un peu les rênes. C'est ce qu'on appelle le modèle un peu paternaliste, ce qui est de moins en moins promu aujourd'hui, mais je pense que ce modèle ne pourra pas disparaître parce que c'est très difficile avec certaines personnes, en fonction du niveau d'éducation, en fonction de tes compétences et en fonction de ta curiosité. Est-ce que tu as envie de savoir ce qui se passe dans ton corps et ta maladie? Tu peux pas être au même niveau que le patient. Même si tu lui fournis toutes les informations nécessaires, il faut quand même le temps de les capter. Et aussi, est-ce que tu as envie de faire partie de cette prise en charge? Certaines personnes, non. C'est pour ça d'ailleurs que le modèle paternaliste, où le médecin en fait prend pas l'ensemble, mais la majorité des décisions, tout en demandant au patient, mais le patient il est un peu en mode je suis le courant, tu vois. Ce genre de choses, il va pas disparaître, je pense, du jour au lendemain, parce qu'il restera toujours des gens qui voudront être entourés. Et là, dans cette consultation, justement, la dame, elle avait vraiment une force de caractère, genre tu vois, c'était une dame qui était impressionnante. Et en plus, elle faisait des cours à la fac, il me semble. C'est quelqu'un de vraiment très cultivé. Et là, on avait l'impression d'avoir lancé une massue sur la tête, et
Et c'était vraiment très dur. Et justement, pourquoi est-ce que je trouvais ça bien à ce moment-là, c'est que le médecin, déjà, il se souvenait plus de qui devait annoncer ce genre de nouvelles, et sinon il m'aurait fait sortir. Et après, il m'a directement demandé si, une fois que la patiente était sortie, il dit qu'est-ce qu'on allait faire, le plan d'attaque et tout ça. Une fois qu'elle était sortie, il m'a demandé si ça allait bien. Mais honnêtement, pas ça va. Et je m'en fiche de ta réponse. Non, c'était vraiment, je suis désolée, je me souvenais plus, mais sinon je t'aurais fait sortir. Il y avait vraiment ce côté un peu enveloppant, mais cool, quoi. Enfin, quelqu'un qui te considère et qui considère tes émotions et qui, pour moi, ça aussi, avant, on devait être fort, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'être aujourd'hui, mais on devait pas montrer nos émotions, on devait pas montrer qu'on était touché par la mort de quelqu'un, on était un peu un bloc. Et là, c'était un vieux médecin, mais qui faisait attention à ce genre de choses. Et ça, c'était trop bien. C'est comme, ça, c'est justement le concept déjà d'être quasiment tout le temps en contact avec des gens qui sont malades ou mourants. Et t'en parles pas parce que ça a forcément des conséquences sur toi. Et la seule fois où j'en ai parlé, pour la première fois plutôt, où j'en ai parlé, c'était aux urgences avec un interne qui m'a demandé aussi qu'est-ce que ça m'avait fait, est-ce que je voulais en parler avec lui et tout ça. Et il était adorable. Vraiment, ça, ce contact à la mort, je pensais vraiment pas qu'il serait aussi présent dans le service et dans les études en général. Je pensais qu'on serait exposé à ça beaucoup plus tard. Pourquoi, je sais pas. Mais au final, en fait, à force, j'arrive toujours pas à rentrer dans une chambre où il y a quelqu'un de décédé. Hein. Moi, c'est encore un truc étape par étape. Peut-être le jour où je rentrerai dans une chambre, c'est parce qu'il faut que je fasse le certificat de décès moi-même. Mais pour l'instant, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Mais voilà, c'est ce truc dont on parle peu. C'est cette exposition quand même omniprésente, et en fonction des stages que vous allez faire ou que vous allez choisir, que vous choisissez, elle est plus ou moins importante. Aux urgences, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de décès que ça, à part si tu vas en SMUR, donc dans les ambulances pour aller chercher les gens et que t'as besoin de faire un massage cardiaque et tout ça. Mais quand tu viens voir quelqu'un pour une pyélonéphrite, souvent, ça se passe plutôt bien. Tu es rarement confronté à ça, mais par exemple, moi j'avais été en gastro aussi, et la gastro, c'était que des cancers. Du pancréas, de l'intestin, du côlon, c'était vraiment, beaucoup de services. En même temps, c'est pas très représentatif de la vie en général, parce que le CHU, encore une fois, on vient voir un spécialiste pour une pathologie particulière dont il est le spécialiste. Donc en fait, au final, on a un regroupement de patients au même endroit qui vont voir une même personne, et c'est... justement, j'ai l'impression d'être tout le temps exposé à des cancers, tout le temps exposé à des gens qui vont mourir. Donc je trouvais ça parfois dur mentalement, mais ce qui est bien, c'est que, encore une fois, ce médecin qui s'occupait du cancer de la dame jeune, il montrait que on peut être oncologue et quand même, entre guillemets, servir à quelque chose. On n'accompagne pas juste les gens pour mourir, parfois on les traite, en plus on soigne la douleur, en plus on les accompagne mentalement. Donc j'avais beaucoup d'a priori sur ce métier-là. Et au final, justement, il m'a permis de comprendre ces choses-là et de comprendre qu'il y a pas, que on est en contact fréquent avec la mort, c'est un fait, mais il y a plusieurs façons de la gérer. C'est ok de parler de ses émotions, c'est ok d'avoir du mal parfois à en parler, et on fait avec. Ça fait partie, malheureusement, de la vie, et ça aussi, je trouve que plus on est exposé, au final, on peut pas s'habituer à la mort, mais on peut s'habituer au fait de voir des gens mourir. Je sais pas si vous voyez la différence. Genre, ça devient pas banal, parce que pour l'instant, moi, ça l'est pas encore, mais je sais qu'il y a des médecins, maintenant, ça devient banal de voir des gens mourir, mais ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie, et ça me semble moins dramatique que ça l'était initialement. Il faut le savoir, je pense. Gros aparté, gros changement de sujet par rapport aux informations. Alors, les études de médecine, ça va être une quantité d'informations ultra importante, et du coup, parfois, il faut savoir un peu chercher les infos, que ça soit dans les bouquins, que ça soit sur des vidéos sur Internet, et moi, c'est surtout cette curiosité dont j'ai envie de parler, curiosité dont je parlais déjà aussi dans l'épisode 5 des règles sur l'externat. Être curieux, ça va vous sauver la vie, ça va
vous apporter des connaissances que vous auriez pas en restant dans votre coin. Et être curieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir à droite à gauche, ça veut dire aller poser des questions à l'aide-soignante, aller poser des questions à l'infirmière, aller poser des questions aux manip radio. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Moi, vraiment, quasiment à chaque personne que je croise, ou si je reste un peu plus de temps que juste un bonjour, et ben je leur pose la question et pourquoi est-ce que vous avez voulu faire infirmier spécialisé dans l'endoscopie, tu vois? Parce que justement, il y en avait un qui faisait ça. La fibroscopie pour aller faire des biopsies, c'est les prélèvements d'un petit morceau de poumon en fait. Là, il y avait un infirmier qui était spécialisé dans ça, qui allait passer un diplôme, et je lui posais la question, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Mais même pas parce que j'ai envie de créer un lien particulier, c'est juste parce que ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'il en est arrivé là, pourquoi, quelles étaient ses motivations. Mais ça aussi, c'est très personnel. Il y a des gens qui sont pas plus curieux que ça et au final ils vont pas poser la question, mais moi je trouve ça vachement enrichissant de savoir d'où est-ce que les gens sont partis pour arriver à ce point aujourd'hui. Et aussi rappuyer sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur du non. Quand on pose une question, très souvent, la réponse, quand c'est une question qui concerne, je sais pas, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, à l'hôpital, c'est très souvent oui. Très souvent, sauf cas particulier. Par exemple, j'ai pas fait énormément de ponctions en pneumo parce que j'étais avec beaucoup d'internes de premier semestre, ce qui est normal parce que eux devaient s'entraîner pour en faire. C'est ok, c'est normal. Mais j'ai quand même demandé au cas où. Voilà, comme ça au moins je saurais et c'est pas pour moi pour l'instant. Ne pas avoir peur de demander d'aller en consultation, de suivre un chef, de suivre un interne. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux examiner telle personne? Est-ce que je peux écouter? Gna gna gna. En fait, ne pas avoir peur de poser des questions parce que au pire, il dit non, c'est pas grave. T'as posé la question, c'est bon en fait. Tu n'auras plus à te poser la question de est-ce que j'aurais pu le faire ou est-ce que j'aurais dû le faire? Tu poses la question et tu fais ta vie. Puis il faut pas le prendre pour soi quand on dit non. Parce que souvent c'est soit pas justifié, soit c'était pas le bon moment, et au final c'est pas contre toi qu'on en veut, donc prendre du recul. Je me répète énormément dans cet épisode, je suis désolée, mais tout ça c'est expliqué dans l'épisode 5 des règles sur l'externat, donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à l'écouter, il sera en description. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc mis à part qu'il faut aller chercher ces informations et poser des questions à vos internes, de toute façon s'ils sont pas pédagogues, vous allez très vite le voir, et puis là ce sera à vous d'aller chercher les infos, d'aller fouiller dans les dossiers, d'aller lire justement comment ça se passe et tout ça, ne pas avoir peur donc de prendre de l'autonomie et d'aller chercher les infos tout seul. D'aller poser toutes les questions aux patients, de faire l'examen en entier, de prendre le temps de bien faire une observation, même si c'est long, de la faire vous-même et de pas faire des copier-coller, d'aller chercher le pourquoi du comment. Il faut se poser plein de questions. Tiens, il a plus de médicaments depuis sa dernière hospite. Pourquoi, pour qui, pourquoi, comment? Et on se pose la question et on va chercher. En fait, on est un peu des fouineurs, tout simplement. Puis vous avez le droit, là, justement, c'est justifié. Vous avez le droit de poser des questions. Pourquoi vous n'avez plus ça? Pourquoi est-ce que vous prenez ça? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté de fumer? Pas par curiosité morbide de tout savoir sur tout le monde, mais juste parce que ça va aussi vous servir. Plus vous posez de questions tout le temps, plus ces questions vont être systématiques, et en fait, plus votre examen va être, ou interrogatoire, sera exhaustif. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Vous avez l'impression d'aller dans la vie des gens, mais en fait au final c'est pour vous, ça vous servira plus tard. Après il faut pas non plus poser des questions trop indélicates qui médicalement n'ont pas de lien, mais bon, ça je pense que vous avez compris le principe. On reprend un peu les points, c'est que le premier point, tu vas avoir du retard par rapport aux étudiants, mais encore une fois c'est quelque chose c'est très étudiant dépendant, tu vas avoir du retard entre guillemets. Non, tu l'auras plus tard, c'est juste tu seras un peu plus vieux quoi. Les études de médecine c'est dur, c'est clair, c'est même un euphémisme. Un contact avec la mort qui est très fréquent, qui est à savoir je pense, avant de se lancer dans ces études. Être curieux, savoir chercher les informations par soi-même et donc être autonome. On ne sera pas autonome financièrement, de ce côté-là c'est bon de le savoir aussi, on gagne pas des milliers et des cents dès le début. Et donc 6e point, les stages c'est largement supérieur aux cours. Pourquoi les cours? Moi personnellement je fais partie de ce type de personnes qui n'arrivent plus à suivre 2 heures de cours, où il faut vraiment que ça soit un sujet qui m'intéresse beaucoup, ou alors faut que j'ai bossé le cours, que je réponde à des questions, il faut que ça soit ludique, parce que sinon j'y arrive pas. Je sais même pas comment je faisais au lycée en fait pour écouter pendant 8 heures, alors qu'aujourd'hui 2 heures ça me saoule. Moi je préfère la pratique, je préfère être en stage, mais aujourd'hui c'était d'ailleurs c'est un sujet que je discutais avec mon chef de service, qu'en fait aujourd'hui moi je veux bien rester 8 heures, 9 heures
dans le service, il y a pas de souci. Mais si on me demandait pas de savoir par cœur l'item trouble du stress post-traumatique, item 66F, et ben voilà, je resterai plus longtemps parce que j'aurais pas besoin de savoir tout par cœur pour pouvoir passer un concours avec 9000 autres personnes. Là, ce qui était trop bien, par exemple, c'est que j'avais une interne, elle m'expliquait tout et elle me faisait des résumés d'items en 2-2, tu vois. Mais en même temps, c'était un génie. C'était vraiment un génie. Mais du coup, j'apprenais plus quand c'était elle qui me racontait. Et les stages aussi, c'est ultra important en termes d'automatisme. Si tu vas pas en stage, t'auras pas les automatismes, tu pourras pas... encore une fois, cette question de l'interrogatoire, si tu en fais pas 2000... Enfin, je dis un nombre au hasard, hein, c'est pour en faire beaucoup. Plus tu fais d'interrogatoires, plus il sera systématique, plus il sera exhaustif et meilleur il sera. Parce qu'en fait, t'auras déjà toute ta banque de questions en tête et tu pourras poser toutes les questions en fonction de la situation. Et même les stages, il faut pas... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les stages planques. Moi, j'avoue qu'un stage où j'apprends pas grand-chose, c'est assez dur mentalement. Parce que, en plus, si je peux pas rentrer pour justement avancer, c'est assez frustrant. Et j'ai eu un seul stage comme ça, où c'était en gastro aussi. Et en fait, au final, on devait rester plusieurs heures alors qu'on faisait rien, il y avait vraiment rien à faire pour les externes et on pouvait pas rentrer. Ça, c'était vraiment assez difficile, surtout que tu peux pas te mettre à bosser parce que ça se fait pas. Bref, mais les stages aussi, faut pas avoir peur de prendre un stage justement qui est prenant. Forcément, les stages de chirurgie, ils sont obligatoires pour valider l'externat, il en faut un, il me semble, et un stage d'urgence, je crois. Et peut-être un stage de médecin. Je suis pas sûre. Enfin bref, prendre un stage qui est demandant, comme la chir par exemple, la chirurgie c'était des stages compliqués parce que tu restes beaucoup d'heures debout, tu fais pas grand chose, il est très tôt et tu finis très tard. Et donc tu peux pas bosser plus que ça, t'es fatigué alors que t'as pas fait grand chose. Mais bon, ça peut être moi ça a été un stage intéressant où j'ai appris quand même pas mal de trucs. J'ai fait absolument rien en termes de chirurgie. Si j'ai fait 2-3 points. Prendre un stage trop demandant, ça peut être bien, par exemple, les urgences. Normalement, en 4e année, ce n'est pas possible de les prendre. Mais moi, j'avais voulu faire ça en 4e année. Encore une fois, je vous parle du stage des urgences, mais c'est vraiment le meilleur stage pour prendre de l'assurance, pour apprendre des connaissances en plus. Et surtout que la traumatologie, très clairement, c'est vraiment des trucs à apprendre sur le terrain. Hein. Comment prendre en charge une entorse, comment prendre en charge, je sais pas, une fracture, comment faire des points, enfin, tous ces plaies et tout ça, c'est vraiment des trucs à faire sur le terrain. Et les urgences, il y a rien de mieux en fait. Surtout les tableaux des douleurs abdominales, etc. Comment ça se passe vraiment dans la vraie vie, ça t'aide vachement après à comprendre comment ça se passe dans le CN, même si c'est pas exactement pareil et qu'à le CN, c'est pas la vraie vie, mais ça t'oriente un peu, ça t'aide un peu et tu comprends mieux comment ça se passe. Certes, moi ça a été un stage qui était assez demandant parce que je faisais des grosses journées, mine de rien quand même. Je crois que je faisais parfois 8h30 et parfois 9h du matin et je finissais toujours à 18h30 quasiment tous les jours. Donc c'était beaucoup d'heures, mais j'ai appris énormément. Je regrette pas du tout. Vraiment. Et ça, faut pas avoir peur de prendre des trucs... Surtout que j'avais aucune connaissance des urgences. Hein. J'avais fait cardio, gastro, un jour de neuro. Et c'est tout. Donc, mais au final, je m'en suis sortie. Donc il y a pas de raison. Si il y a un stage qui vous intéresse mais que vous avez pas encore les connaissances, vous les apprendrez en même temps en fait au final. Mais vraiment faire des stages qui te donnent de l'autonomie, c'est trop bien. Et le dernier truc qui n'existe pas, je crois, ailleurs qu'en médecine, qui est un des trucs les plus positifs, je pense. Ça s'appelle le compagnonnage. Alors, si ça vous dit rien, le compagnonnage, c'est normal. Je crois que c'est un terme qui est plutôt... J'ai essayé de chercher une définition, mais en fait, au final, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais, à ce dont je voulais parler. Le compagnonnage, en fait, c'est un truc de médecine où les mentors ou les seniors apprennent aux internes et les internes apprennent aux externes. Les externes apprennent aux sémios. Les sémios, c'est les 2e et 3e années. Et ça, c'est un truc, ça fait des générations et des générations, c'est comme ça. Et moi, ce que j'adore dans le compagnonnage, je sais pas pourquoi, mais je suis très attirée par les gens qui ont beaucoup de connaissances. Je sais pas comment expliquer, mais les gens qui savent des choses, qui sont spécialistes dans un domaine, je trouve ça super cool. Il y a un truc où les vieux médecins, très souvent, si c'est pas des chefs imbuvables, souvent ils ont énormément de choses à nous apprendre et ils sont ultra contents que la jeune génération, je mets des gros guillemets, s'intéresse à comment est-ce qu'ils ont appris la médecine, comment est-ce qu'ils ont fait la médecine, ou comment est-ce qu'ils ont exercer la médecine. Le compagnonnage, c'est trop bien parce que justement, avec ces stages, tu as l'occasion d'aller poser des questions à des chefs qui ont parfois 40, 50 ans de carrière, plutôt 40, mais 40 ans de carrière, et qui sont spécialisés dans leur domaine, et
qui ont une expérience aussi médicale de comment gérer des relations avec des patients, comment gérer l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et ce qui est cool, c'est que en fait, vu que tu as le droit d'aller suivre un peu n'importe qui, n'importe quand, et bah tu prends toutes les infos qui t'intéressent sur « Oh tiens, il a dit ça de telle manière, je trouve ça cool, j'aime bien la façon dont il a géré la situation, bam, ça je le prends et je le garde pour plus tard et je me dis « Je voudrais être comme ça quand je serai grande. » Ouais, c'est un très gros résumé, mais entre guillemets, c'est ça, c'est s'inspirer de professionnels que tu côtoies au quotidien. Et parfois aussi il y a des trucs que tu te dis oula, je réagirais pas du tout comme ça moi, ça me plaît pas du tout la manière dont il a parlé à cette patiente ou dont elle a parlé. J'avoue que j'utilise beaucoup le masculin, je sais pas pourquoi, parce que j'avais énormément de vieux chefs qui étaient des vieux chefs et pas des vieilles chefs. Donc voilà, c'est peut-être un lapsus, je m'excuse pour ça. Quand tu as des vieux chefs, il faut leur poser des questions et il faut s'inspirer de ces personnes. Tu peux aussi t'inspirer des internes, parce que parfois t'as des internes, c'est des génies, et t'as envie d'être comme eux, tu vois, t'as envie de connaître autant de choses, donc ça peut être une source de motivation en te disant, un jour quand je serai grande, je ferai ça comme telle ou telle personne. Aussi, un truc qui aide vachement dans le compagnonnage, c'est de, encore une fois, poser des questions. Poser des questions sur, tiens, pourquoi est-ce que vous avez parlé à ce patient de cette manière? Pourquoi est-ce que vous lui avez pas dit ça? Pourquoi machin et tout? Alors, ça peut paraître un peu relou de l'extérieur de poser énormément de questions, ça peut l'être, ça l'est sans doute, j'en sais rien, on m'a pas fait la remarque donc pour l'instant, je continue. Mais en tout cas, c'est les gens, ou les médecins en tout cas, sont généralement assez ouverts pour répondre à la question et ils sont contents de t'expliquer leur manière de faire, parce que très souvent les gens considèrent que leur manière de faire, ça c'est un truc, ça s'applique à tout le monde, pas qu'aux médecins, mais souvent on considère que sa manière de faire c'est la meilleure, donc on est content de l'expliquer à quelqu'un quand il est curieux de savoir comment ça fonctionne. Donc justement, poser des questions sur pourquoi est-ce que vous avez dit ça comme ça, pourquoi machin et tout ça. Par exemple, l'annonce de cette métastase cérébrale de la dame jeune, le médecin a reçu 3 appels pendant la consultation. J'avoue, moi, je n'aime pas le fait de devoir répondre. Enfin, je n'aimerais pas le fait de devoir répondre et de couper la conversation avec quelqu'un et de répondre au téléphone. Je trouve ça assez mal poli. Mais au final, là, par exemple, lui, à ce médecin, ça lui a servi d'échappatoire. Parce qu'au téléphone, je lui ai posé la question. Je crois que je vais pas poser la question, mais on en est venu à un moment à ce sujet-là. Et lui, il m'a dit que ça a été une bouffée d'oxygène, ou une bouffée d'air frais, comme vous voulez, dans cette consultation qui était très difficile moralement, où la dame, elle est jeune, comme je disais, elle a appris qu'elle a une métastase. Et en fait, au final, on l'appelle pour une banalité, un truc pas très important. Ça coupe. Et il est humain. Donc en fait, au final, ça lui fait une pause dans un truc horrible, avec un truc pas très compliqué, pas très demandant, et au final il a pu reprendre la conversation sur de bonnes bases à chaque fois qu'il avait fini l'appel. Et ça aussi c'est impressionnant, l'interruption de tâche, comment ils gèrent ça les médecins aujourd'hui, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment, ils sont interrompus toutes les 30 secondes, soit par un appel parce que c'est en fait le chef d'astreinte, donc c'est lui qui donne les avis concernant tel ou tel patient, ou l'interne qui est appelé par l'assistante sociale, par l'infirmière, par les soignantes, par les familles, par un autre interne pour avoir un autre avis. Enfin c'est impressionnant, et pourtant ils arrivent à se refocus direct ou presque sur ce qu'ils vont faire. Mais le compagnonnage, c'est vachement intéressant pour se trouver un mentor et des gens à qui tu veux ressembler plus tard. Typiquement, moi, il y avait quelqu'un, c'était un chirurgien cardiaque, qui avait une manière d'expliquer qui était folle, tu vois. Et là, encore aujourd'hui, j'en ai eu un autre médecin, donc pneumologue onco, qui a une manière de parler aux patients, mais c'est incroyable. Il est posé, il dit les bonnes choses avec les bons mots, le langage, les mots utilisés pendant une consultation, ça a tellement d'impact sur le patient, c'est impressionnant. Là, je suis admirative devant certains de mes chefs où, vraiment, j'aimerais être comme ça plus tard, j'aimerais parler comme eux, j'aimerais trouver et avoir le même raisonnement, expliquer de la même manière. Moi, j'ai surtout envie de développer un bon contact avec les patients et de vraiment essayer de pas m'enfermer dans un truc trop médical, mais d'essayer de garder cette envie de simplifier les choses pour qu'on se comprenne bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ces 7 trucs qu'on ne te dit pas avant de commencer médecine t'a plu. Encore une fois, je t'invite à aller écouter les 3 règles pour débuter l'externat, qui est l'épisode 5, que je te mets en description.
Comme d'habitude, tu peux me laisser un avis sur toutes les plateformes de podcast. Il est aussi dispo sur YouTube. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu es étudiant, sage-femme, dentaire, kiné, aide-soignant, même coach sportif, parce que c'est aussi dans le domaine de la santé. Je me dis que si j'ouvre le podcast à d'autres personnes de d'autres domaines, ce sera peut-être plus facile de faire des interviews. Mais j'ai déjà quelques personnes qui ont candidaté, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail à salutc'estl'externe@gmail.com, tout accroché en minuscule, vraiment le truc le plus basique possible. Voilà, on se retrouve du coup dans 3 semaines et je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.